Merci à toutes et à tous pour cette deuxième journée littéraire, j'allais dire, à propos des constellations. Nous avons déjà expliqué tout ça, mais je reviens toujours avec le même titre, évidemment, avec la même carte. On en a même rajouté une autre, parce que je voudrais bien que de temps en temps, lorsqu'on parle d'auteur et tout ça, et qu'on voit exactement de quelle partie géographique de l'Afrique on parle. Je suis bien heureux d'accueillir Samy Tchak aujourd'hui dans ce cours, parce que la partie constellation de ce cours de littérature, dont la première partie est historique et à laquelle certains d'entre vous sont déjà très habitués, parce qu'ils l'ont suivi quelques fois. La deuxième partie qui parle de constellation, donc en fait des thématiques, mais des thématiques de manière, je veux dire, assez large. Brassé de manière assez large, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de constellation. Vous voyez que les noms de Samy Tchak vient en première position parce que justement, c'est en lisant son livre La couleur de l'écrivain et celui de Léonore Amiano, Habiter la frontière, que je me suis dit, tiens, aujourd'hui, contrairement à une certaine période dans la critique littéraire où on faisait quasiment taire les écrivains en disant vous n'avez rien à dire sur vous n'avez rien à dire, mais en tout cas, surtout, vous n'avez rien à dire sur votre propre œuvre. Il faut laisser aux critiques littéraires le temps de creuser. Mais non, très habituellement maintenant, on peut trouver des livres d'écrivains qui parlent de leur démarche littéraire, qui parlent de leurs œuvres, qui parlent de leur vision. Et ça m'a beaucoup interpellé, intéressé. Je me suis dit, contrairement aux autres critiques qui, eux, n'est-ce pas, veulent garder la distance avec la parole de l'écrivain, moi je me plonge dans cette parole de l'écrivain, dans ce qu'elle dévoile ou voile les deux côtés. On peut évidemment construire un discours littéraire sur les œuvres des écrivains. Donc, bien sûr, je me suis inspiré de cela, mais de mon œuvre, de mon habitude des critiques littéraires aussi. Là, c'est comme d'habitude, n'est-ce pas, mon petit exercice toujours. Dans le coin gauche supérieur. Oui, voilà. Cossi fruit. Alors, j'ai changé un peu l'image, mais c'est toujours la même, Léonore Amiano. Et alors, vous avez notre invité ici, et celle-là. C'est Aminata Sofal. Aminata Sofal, qui est celle qui a écrit La Grève des Battus, sénégalaise, très grande écrivaine devant l'Éternel. Il y a eu le prix de l'Académie récemment. Ah oui, c'est vrai, le prix de l'Académie. Alors, j'ai changé un peu l'image, mais vous le reconnaissez, j'imagine, notre ami Alain Patrice Nganang. Là, c'est notre, j'allais dire, notre aîné Mongobeti et Zaboto pour ce coup, parce que son premier livre, n'est-ce pas, Ville cruelle, a été signé Ezaboto. On en a d'autres qui ont fait la même. Et enfin, le tout jeune qui apparaît, celui-là, je pense que vous le connaissez. Il y a son image quelque part par là. Il y a son image quelque part par là. Ah, d'accord. Alors, comme d'habitude maintenant, nous commençons par les paroles d'auteur. Donc, ici, les paroles d'auteur, il y a Kossi Fruit que nous avons vu à l'image là, qui dit ceci: ce n'est pas une Afrique authentique, mais en même temps, c'est une Afrique qui existe et dans laquelle je trouve mes racines profondes. Je ne les trouve pas dans les 1000 ans d'histoire des empires, je les trouve dans ce qui se passe aujourd'hui. Je suis né en 1962, j'ai vécu dans les villes, c'est ça qui m'a structuré. Je ne vois pas pourquoi les contes de mon grand-père auraient plus d'importance pour moi que les contes pour un écrivain français qui a entendu ceux de sa grand-mère ou ceux de Grimm. Voilà.
Donc là, nous sommes déjà dans le vif du sujet, n'est-ce pas? Il dit, j'ai vécu dans les villes, c'est ça qui m'a structuré. Souvenez-vous que nous avons, la fois passée, à la conférence précédente, parlé du problème de l'identité. Et ici, il est quelque part aussi question, il y a une question identitaire qui est derrière cela. Hein. Afrique authentique et ville. Et on sent déjà là une opposition, mais nous allons voir par la suite. Alors, autre parole d'auteur, et là, en fait, cette parole-ci, ici, c'était une interview qui était faite par notre ami Mongo Boussa. Autre parole d'auteur, celle de Alain Mabankou et Michel Lebris, évidemment dans le livre La littérature monde. Le nouvel espace romanesque africain n'est plus sur place celui du village, de la répétition du discours anticolonialiste, du mythe d'une Afrique à retrouver, de la tradition, mais celui tout à la fois de l'exil et de la ville. En quelque sorte, quitter son village, c'est une espèce d'exil. Hein. Donc, l'exil et la ville, monstrueuse, hybride, tentaculaire, où s'expérimente également d'une autre manière, métissage et multiculturalisme. Nous revenons, n'est-ce pas, au sujet de la semaine dernière. Hein, rappelez-vous, multiculturalisme, quand je parlais d'identité multiple ou de connexion, hein, c'est pratiquement sur le même plan, où se met en place un univers créole, hein, toujours dans le sens de métissage, la ville où s'invente, au-delà du roman, une culture de la rue, slam, hip-hop, rap, par laquelle la jeunesse exprime sa révolte et ses espoirs. Autre mot important ici, évidemment, c'est toujours cette opposition, évidemment, village-ville, mais on voit que dans la ville apparaît une autre culture. On est parti sur le multiculturalisme, mais en même temps, une autre culture s'invente par rapport au village. Nous avons notamment cette jeunesse qui s'exprime de manière assez dynamique, parfois violente, et qui exprime sa révolte et ses espoirs. Nous allons voir ce qu'il y avait des écrivains, évidemment, sur ce plan-là. Troisième parole, d'Alain Patrice Ngalan, qui lui maintenant parle de la ville véritablement. Au fond, ce qu'ils ont reconnu, c'est que la ville et les lieux, il parle ici des critiques littéraires, des écrivains, enfin de tous ceux qui s'intéressent à la littérature africaine. Au fond, ce qu'ils ont reconnu, et ça c'est dans la manifeste pour une littérature africaine, au fond, ce qu'ils ont reconnu, c'est que la ville est le lieu de définition de la subjectivité de l'Africain aujourd'hui. Souvenez-vous hein, de cette histoire de connexion, parce que je veux toujours relier ça à ce que nous avons vu. Ce que nous avons vu la semaine dernière aidera beaucoup à comprendre ce que nous allons dire aujourd'hui. Donc, la subjectivité de l'Africain aujourd'hui, mais en même temps, avec leurs textes, ils nous disent que la sociologie de celle-ci est celle du chaos. Ça, c'est évidemment le point de vue de Patrice Ngalan, nous allons voir ce qu'il en est. Il est impossible de développer une théorie conséquente du roman des détritus. Donc, le roman du déchet. Sans auparavant poser cette centralité de la ville dans l'imaginaire africain d'aujourd'hui, tout comme sans souligner son caractère fondamentalement déliquescent. Voilà les parties, j'allais dire, de la ville que Patrice Ngalan a choisi de voir, lui. Il voit la ville africaine comme un espace quasiment en décomposition. C'est pour ça qu'il parle du caractère fondamentalement déliquescent. C'est-à-dire, c'est une structure qui a une dynamique propre, bien sûr, mais cette dynamique a tendance au chaos, comme il le dit là. Et c'est la sociologie de celle-ci est celle du chaos. Alors, voilà, donc les 4 points que je vais aborder, comme d'habitude, j'en ai toujours quasiment 4. Du Havre villageois à l'écheveau urbain, je vais simplement dire que le village sert de référent rassurant. C'est un havre de paix, comme on dit d'ailleurs en français, ça veut dire un endroit où on se sent en sécurité, sécurisé.
à l'écheveau urbain, écheveau étant évidemment ici voulant dire un labyrinthe, un endroit où on peut se perdre. La ville comme foyer de contestation, nous l'avons vu au départ, et l'espace urbain, lieu du chaos et du discorde, ça c'est évidemment ce que Ngalang vient de nous dire. Et en conclusion, nous allons voir ce que nous pouvons retenir en ce qui concerne la littérature africaine sur ce plan-là. Alors, du havre villageois à l'écheveau urbain. La première chose à constater, c'est que la ville est prise comme lieu radical de métamorphose de l'espace africain, dans un fonctionnement binaire face au village. On a entendu parler d'authentique, ça veut dire qu'un autre espace est inauthentique, ne l'est pas. Donc, en l'occurrence, celui de village-ville. Si nous mettons à gauche village, à droite nous mettrons ville. L'un est le pluriel. Ici, c'est le problème identitaire du même et du multiple. Le même représentant l'identité que nous avons dans un espace traditionnel. Souvenez-vous de ce que je vais y revenir, mais souvenez-vous de ce que j'ai dit la semaine dernière sur la verticalité et l'horizontalité, si vous vous souvenez de ça, que nous avons tous culturellement un héritage vertical qui nous vient de nos ancêtres, de nos parents et de nos structures traditionnelles. C'est un héritage qui nous structure. Comme nous avons aussi un héritage de l'horizontalité. La verticalité nous ramène dans le temps, n'est-ce pas? Si vous voulez, pour employer des mots savants, la verticalité, c'est plutôt la diachronie, et l'horizontalité, c'est plutôt la synchronie. Ça veut dire ce qui se passe aujourd'hui dans les villes africaines, quelles sont les espèces de connexions qu'on établit quand on habite une ville africaine. Est-ce que ces connexions sont plutôt marquées par votre tribu ou vos références identitaires, j'allais dire, traditionnelles, ou alors vous créez un autre espace où vos connexions sont plutôt diversifiées, multiples. Alors nous pouvons continuer le même, le multiple. Solidarité, évidemment, nous sommes dans les milieux du village. Individualisme, nous sommes du côté urbain. Rassurant, nous l'avons dit, rassurant, inquiétant. Valeur, anti-valeur, ça arrive parfois. Dans beaucoup de romans africains, comme ça, la ville est souvent considérée comme le lieu de la déperdition. En tout cas, de la déperdition des mœurs et des valeurs africaines, les valeurs qu'il faut respecter, celles qui ont été transmises par les ancêtres. On a l'impression qu'on a des difficultés à les maintenir en place lorsqu'on est en ville. Cette complexité qu'il y a jusqu'amène la ville, du point de vue identitaire, mais du point de vue aussi, même des valeurs, n'est-ce pas? Amadou Kourouma, dans Le Soleil des Indépendances, il dit ceci, il appelle ça la bâtardise. C'est ce foisonnement indéchiffrable. Indéchiffrable, nous sommes là déjà dans le labyrinthe, les chevaux. Ce foisonnement indéchiffrable du réel qui ne repose plus sur aucun ordre sacré. Cela nous renvoie également aux valeurs traditionnelles, dont la grande ville est la manifestation. Voilà, nous venons avec ça, évidemment, de conclure cette partie, enfin conclure, je veux dire, d'illustrer ce que nous avons dit à propos de l'opposition village-ville. Eh bien, nous y arrivons, donc, si nous faisons allusion maintenant à ce que Kossy Efui a dit, ce n'est pas une Afrique authentique, mais en même temps, c'est une Afrique qui existe et dans laquelle je trouve mes fameuses racines profondes. J'ai vécu dans les villes, c'est ça qui m'a structuré. Pourquoi je parle d'exotisme? Parce que justement, dans cette réponse de Kossy Efui, on sent justement cette espèce de reproche qu'il fait à certaines personnes ou à un certain public qui a souvent tendance à dire « Ah oui, mais c'est un beau livre que vous avez écrit, mais ce n'est pas du tout africain ça. Ces réalités que vous racontez, ça n'a rien à voir avec l'Afrique. » À la limite, on dit même aux écrivains, mais vous n'êtes pas un Africain, vous n'êtes pas authentique. Voilà.
vous avez été dévergondé par la modernité, etc. Ce que vous racontez ne représente pas l'Afrique. Je crois que Samicha peut très bien nous en parler parce qu'il a abordé cette question. Moi, j'ai été très impressionné par l'introïte de ton texte où tu disais justement que tu avais été interpellé par quelqu'un qui disait que... Si je suis un écrivain, je me considère comme un écrivain noir. Voilà. Bon, c'est vrai que dans l'instant où je reçois cette question, elle est un peu absurde, parfois même on peut se permettre, mais on ne le dit pas à la personne qui la pose qu'elle est un peu idiote. Non, c'est vrai, on ne le dit pas, on ne le dit jamais, mais après on se rend compte qu'elle a du sens. C'est vraiment ça. Est-ce que vous vous considérez comme un écrivain noir suppose que la personne, si elle m'a lu, a un doute, ça c'est sûr. C'est pas sur ce angle que je l'aborde, elle a un doute, mais par rapport à des référents. Les vrais écrivains noirs sont quand même ceux qui ont donné une littérature connue sous ce mouvement de la négritude. Est-ce que vous vous rattachez à ça? Parce qu'il faut quand même qu'on ait une authenticité. Mais la vraie question quand même pour un auteur, c'est pour ça que j'ai dit, elle est un peu... on part de l'idée, c'est une question idiote avant de lui donner un sens. La vraie question pour un auteur, c'est quand même aussi quelque part de s'inscrire dans une référence identifiable à l'intérieur de laquelle il cultive son irréductible individualité. C'est peut-être là que la question se pose. Au moment où je me retrouve seul en répondant à cette question, je me rends compte quand même que cette idée d'écrivain noir ou d'écrivain africain, que entre-temps, j'ai pu balayer quand même des revers de la main. Bon, je suis écrivain et ça suffit. Mérite quand même que je revienne à mes propres conceptions de mon identité en tant qu'écrivain et de la littérature. Cette question, elle n'est même pas celle que cette femme aurait pu ou dû me poser. Elle est peut-être au cœur même de ce que je fais comme travail sans me rendre compte que en écrivant comme en toute liberté, j'intègre quand même une réalité aussi à moi parce que on vient de quelque part et écrire suppose quand même qu'on s'ancre de quelque part. Et pour moi, cette notion est tellement importante puisque c'est seulement quand on a cet ancrage-là qui est identitaire, qui est peut-être un ancrage à un territoire, à une langue, qu'on peut quand même se permettre d'aborder le vaste monde comme on le souhaite. Voilà, du singulier à l'universel. C'est quelque chose dont nous avons parlé déjà la semaine dernière, n'est-ce pas? On aborde encore mieux l'universel en ayant un ancrage. Mais l'ancrage ne doit pas vous limiter. C'est même ça la question. Voilà. Et donc, mais c'est magnifique ce que tu viens de dire parce que ça m'aide à avancer. ça m'aide à avancer parce que Nimrod, n'est-ce pas, s'énerve, se fâche sur la même chose. Il dit tout se passe comme si l'écrivain devait produire une littérature exotique destinée aux Européens et à lui-même, ce qui revient à vouer à la nostalgie une Afrique qui a disparu depuis longtemps. Souvenez-vous, n'est-ce pas, de l'hybridité et d'habiter la frontière dont nous parle Léonora Miano. Et c'est par voie, et ce par voie est fait d'une production qui se veut authentiquement africaine. Parce que le mot authentique, c'est ça la question, hein, en fait, ici. Authentiquement africain. Qu'est-ce que ça veut dire authentiquement africain aujourd'hui? Est-ce que c'est reprendre ce fameux discours de la négritude et se brancher, n'est-ce pas, sur l'âge d'or ou je ne sais pas quoi? Ou alors prendre en compte ce qu'on est aujourd'hui, tel que l'Afrique moderne, l'Afrique actuelle nous a fait pour pouvoir partir de là et produire et donner une production littéraire. Voilà. Alors lui, n'est-ce pas, il a des exemples, hein, avec des filles excisées, des mariages forcés, le tout dans un cadre de préférence villageois. Il dit voilà l'exotisme que demandent ceux qui nous questionnent souvent sur notre africanité, en disant oui, mais qu'est-ce qu'il y a d'africain dans ce que vous écrivez aujourd'hui? Il dit voilà, il réclame des filles excisées, des mariages forcés, hein, tout un cadre de préférence villageois. C'est là que les Africains sont authentiques. Je peux poser une question? Je prends un exemple simple quand... avant la nuit de Reynaldo Arenas, où il raconte sa vie, hein, il était en train de mourir du sida, il savait qu'après l'écriture de ce livre, il allait se suicider. C'est une sorte d'inventaire avant le suicide,
il dit ceci. C'est quand même un écrivain dont des gens se sont battus pour faire sortir les manuscrits de Cuba et les faire publier. C'est parce que c'est l'écriture cubaine, avec un écrivain qui s'oppose à la révolution cubaine. Il y a quelque chose de cubain dans ce qu'il écrit. On l'adorait quand même partout. Et puis il a réussi à sortir de Cuba. Ben, son agent lui dit, mais maintenant que tu n'es plus à Cuba, tu vis aux États-Unis, mais on ne reconnaît plus en toi l'écrivain cubain, tes livres ne marcheront plus. Parce que ce qui faisait que les livres marchaient, c'est l'écrivain cubain, la littérature cubaine, le style cubain. Mais maintenant tu es à Miami. Et là, à partir de là, il se pose cette question-là. Et il a abouti à cette idée, même pour la littérature. Il dit, il s'est rendu compte qu'en réalité, pour lui, comme écrivain, comme citoyen, une fois que tu es parti en exil, en réalité, tu es mort. Dans la mesure où tu n'intéresses plus personne. On te veut quand même authentique. Or, tu n'es pas dans ton lieu d'authenticité. La question qui se pose en réalité, que Nimrod pose, je peux avouer que je sais d'où ça vient. Nous sommes allés avec lui pour Fest Africa sous les étoiles. Noki Djedanum lui dit à N'Djamena, en parlant des auteurs africains et de son roman Les Jambes d'Alice, Noki lui dit en public, en faisant sa conférence inaugurale, il y a les écrivains africains et puis il y a des gens comme Nimrod qui ne sont africains que de surface, puisque la littérature de Nimrod est une littérature parisienne. En public, il lui dit ça comme ça, ce qu'il écrit c'est de la littérature parisienne, ce n'est pas de la littérature africaine. Les Jambes d'Alice parlent de la guerre au Tchad. Donc cette question-là s'est vraiment posée, elle s'est posée même qu'à un moment, il a fallu que des jeunes écrivains dans les pays latino-africains et latino-américains s'asseyent pour se dire à quel moment nous pourrions sortir de ce canevas. Puisque à un moment, quand on écrit qu'on n'est pas dans le réel merveilleux, ce n'est pas suffisamment latino-américain. Le mouvement du crack, fondé par les jeunes Georges Volpi, était né de cette révolte-là, de l'enfermement de l'écriture latino-américaine dans le réel merveilleux. Des jeunes se sont réunis à Mexico et ont créé un mouvement, il s'appelle le crack. On va sortir du réel merveilleux. Ils ont imposé au réel merveilleux l'écriture scientifique. Quand Georges Volpi écrit, c'est vraiment basé sur la rigueur scientifique. Son roman sur le rôle des médecins dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment basé sur l'écriture scientifique. Le dernier roman, dont une partie importante se passe en RDC, La fin des cendres, qui parle de Tchernobyl, du Mexique et de la RDC, c'est vraiment basé sur des éléments qu'on pourrait dire vérifiables. Parce que les autres étaient dans le réel merveilleux et qu'on dit que c'est ça la littérature latino-américaine. Eux, des latino-américains, vont écrire avec une rigueur scientifique en étant latino-américains. Cette question s'est posée à toute littérature qui n'entre dans la centralité qu'à partir d'un lieu historique considéré d'abord comme dominant ou dominateur. Parce que les latino-américains ont une référence écrasante, c'est quand même l'Espagne. Ils sont publiés en Espagne. Et à partir de l'Espagne, comment les identifier? Puisque même si leurs ancêtres sont espagnols, eux ne le sont plus. Comment les identifier? C'est en trouvant en quoi ils sont différents. C'est-à-dire ce qui apporte quand même plus ou moins l'exotisme. Parce que le réel merveilleux, à un moment, c'était considéré quand même comme une façon un peu exotique de faire de la littérature. Et on peut quand même à ce point avoir une critique qui est peut-être l'une des plus drôles et les plus sévères quand Julien Gracq parle de 100 ans de solitude. C'est un récit entre l'exotisme villageois et les 1001 nuits. Ce roman peut, à la rigueur, pour quelqu'un qui aime les amusements, faire rigoler si on le lisait quelque part à Marrakech. Parce que pour Julien Gracq, ce n'est pas de la littérature, c'est de l'exotisme venu d'ailleurs, et ça à Marrakech, ça peut amuser les gens. Pas à Paris, et on peut dire quand même que ce livre-là, dans cet esprit, a été refusé par Caillois dans la collection La Croix du Sud parce qu'il le trouvait trop exotique.
C'est latino-américain, mais un peu exotique, ça ne fait pas sérieux. Et il a été refusé chez Gallimard dans la collection La Croix du Sud. Voilà. En fait, ça, c'était un petit peu ce que j'avais dit la fois passée avec les identités meurtrières. Ça veut dire, à un moment donné, si vous êtes enfermé dans un moule, C'est ça. et que tout ce que vous écrivez en dehors de ce moule vous disqualifie, en fait, ça, ce n'est pas ça la vocation d'un écrivain. En tout cas, un écrivain qui veut être libre et qui veut parler de son imaginaire, etc. Donc, voilà. Mais nous allons encore, donc l'exotisme suite, pour commenter toujours sur ce. Donc Léonore Aniano, à propos de l'édition américaine de l'intérieur de la nuit, qu'est-ce qu'elle dit? Cet éditeur, donc il s'agit de l'University of Nebraska Press, considère que les textes ayant l'Afrique pour décor se vendent avec des arguments d'une certaine nature. Parce qu'elle avait donné la publicité pour voir ce qu'on doit faire pour promouvoir le texte. Son éditeur a pris la liberté, n'est-ce pas, de présenter le texte d'une certaine manière, donc et c'est ça qu'elle déplore en disant, voilà, on est habitué, c'est ça le moule dont on parlait tout à l'heure, on est habitué à recevoir les textes africains avec des arguments du genre, c'est la barbarie, c'est la misère, et elle dit, c'est tout ce que ces gens ont vu dans mon roman, de quoi conforter leur certitude. Parce qu'ils ont déjà des préjugés avant même de recevoir le texte. Si ça vient d'un Africain, voilà comment ça doit être fait. Si ce n'est pas comme ça, tu n'es pas un Africain ou ce n'est pas authentique, ce que tu fais, c'est pas situé, on ne sait pas où te mettre. Voilà. Toujours les cases et les mots. Alors, quand vous voyez l'astérix, c'est moi qui me permet de penser aussi de temps en temps. Donc je dis ceci. La fameuse civilisation authentiquement africaine que réclame un certain public, tel que Nimrod l'a dit, a été violemment combattue et piétinée par ceux-là même qui traitent aujourd'hui l'Africain d'inauthentique. Cherchez l'erreur. L'authenticité africaine ne servirait-elle qu'à rassurer l'Occident dans sa posture des civilisations modernes par excellence? C'est d'ailleurs la conclusion de Miano aussi. De quoi conforter leur certitude. Village et ville, donc nous avons déjà vu ces fameuses polarités, donc les polarités identitaires. On avait déjà parlé de verticalité la fois passée, je l'ai encore répété. Donc, le village est les lieux par excellence de l'ancrage identitaire. C'est comme ça qu'on le considère d'habitude. Même langue, même coutume, même mode de gouvernance. On a toujours un chef quelque part et une façon traditionnelle de gouverner. Apprentissage, comment est-ce qu'on apprend lorsqu'on est au village, je parle ici du village traditionnel, lorsqu'on est au village, comment est-ce qu'on apprend les réalités de la vie, comment vous êtes initié à la vie. On sait qu'en ville, c'est essentiellement l'école qui a été amenée d'ailleurs, mais dans le village, bon, voilà, il y a d'autres structures d'apprentissage et de production. La production, c'est-à-dire comment on vit au village, quelle est l'économie du village, comment les gens se nourrissent, comment ils s'organisent pour produire dans le village. Voilà, hérité des aînés et des ancêtres. C'est le lieu du même par excellence. On a connu à un moment donné, dans le mouvement de la négritude, des écrivains qui se considéraient comme les porte-parole de leur peuple, les porte-parole de leur histoire, les porte-parole. Alors vous connaissez toutes ces, nous en avons parlé, je crois la fois dernière aussi, tous ces livres qui parlaient un peu de Crépuscule des temps anciens, Anaziboni, nous avons évoqué tous ces textes, cette Afrique-là. Et donc, il y a eu à un moment donné, surtout avec l'injonction d'Ampateba, pour dire, voilà, nous avons des valeurs qu'il faut sauvegarder, et donc, les écrivains étaient, j'allais presque dire, au front. Au front, ils devaient aller, tout ce qu'on a publié, les contes d'Amadou Koumba, etc., engranger la mémoire de l'Afrique traditionnelle. Donc, d'ailleurs, jusqu'à une certaine période en Afrique, l'inertie du porte-parole public a continué d'être, c'est ce que j'appelle, c'est ce que notre ami Fonkoa appelait, disait que les écrivains étaient les champions de l'histoire cachée.
Ça veut dire qu'après les indépendances, lorsque les dictatures se sont installées, qu'elles ont interdit les libertés, même fondamentales, même la liberté de parole, l'écrivain apparaissait comme un héros avec AUT, comme une espèce de dénonciateur, une espèce de porte-parole d'une certaine catégorie de la population. Donc, qu'est-ce que disait Aimé Césaire? Être la voix des sans-voix. Je suis la voix des sans-voix. Voilà. Je suis la voix des Voilà, sans-voix. exactement ça. Je suis la voix des sans-voix. Il y a des gens qui sont privés de parole. Moi, je prends sur moi de le faire au risque d'aller en exil ou même d'aller en prison. On a connu cette période. Écrivain, porte-parole du collectif. Alors, à la verticalité, j'oppose l'horizontalité qui est, dont je trouve la réalisation en ville. La ville est les lieux de la mixité identitaire, diversité ethnique, diversité d'apprentissage, diversité de modes de production et de destin individuel. Samichak évoquait tout à l'heure, n'est-ce pas, l'individualité de l'écrivain. Comment, justement, qu'est-ce qu'on peut attribuer à l'individualité d'un écrivain par rapport au moule dans lequel on veut le faire entrer. Donc, voilà. Des modes de production, des destins individuels qu'incarnent plusieurs écrivains actuels. Je ne dis pas par là que plusieurs écrivains actuels incarnent la ville. Non, je veux dire que les destins individuels, justement, sont incarnés par plusieurs écrivains actuels qui, eux, renoncent de plus en plus au rôle de porte-parole collectif. Ils veulent s'installer dans leur imaginaire personnel. Et à partir de ce singulier-là, aller vers l'universel. Ça veut dire, forcément, s'il a un ancrage identitaire quelque part, s'il propose son imaginaire personnel, forcément, cet imaginaire, quelque part, apporte quelque chose à l'universel. Cet imaginaire fait partie de l'humanité, amène quelque chose d'humain aux autres, partage l'humanité, si je puis dire. Vous voyez tout de suite déjà qu'avec tradition, modernité, là aussi ce sont des lignes de partage dans la littérature africaine. Nous avons déjà évoqué les littératures qui se donnaient comme but d'engranger la mémoire traditionnelle, chose d'ailleurs qu'a un peu contesté ou fustigé Devoir de violence de Yambo Ologem. Nous en avons déjà parlé. Alors que toute tradition, et là c'est de nouveau une réflexion que je vous propose, alors que toute tradition est censée évoluer normalement vers sa modernité. On peut être dans un village africain et ce village peut évoluer, pourquoi pas. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique? Les potentialités africaines en la matière, donc en matière d'évolution vers la modernité, ont été brutalement tronquées au XIXe siècle au profit d'une modernité imposée par le fait colonial. De sorte que, dans leur face-à-face, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on met l'Occident face à l'Afrique, eh bien, l'Afrique est essentiellement caractérisée par sa tradition, alors que l'Occident est toujours caractérisé par sa modernité. On ne s'en rend même plus compte en Afrique lorsqu'on dit la modernité. On fait référence immédiatement à l'Europe. Comme si toute société qui évolue a une tradition et une modernité. Même en Europe, mais partout dans le monde. Partout dans le monde. Moudimbe disait déjà dans son livre L'odeur du père que ce n'est pas parce que l'Occident est venu en Afrique que l'Afrique est devenue moderne. Même si l'Occident n'était pas venu, l'Afrique allait être moderne de sa manière, à sa vitesse et de sa façon, avec ses potentialités. Donc, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce qu'il ne faut pas perdre de vue, aujourd'hui, parfois le langage est biaisé, abusé. Oui, il faut être moderne. Quand on dit comme ça en Afrique, il faut être moderne, ça fait allusion à quoi? Mais il faut être aussi. Voilà. Et alors on aboutit à des histoires comme le peau noire, masque blanc, que nous avons évoqué la fois passée. De cette tradition et modernité, je tire quelque chose. Parce que je vous ai dit la fois passée, quand
que j'étais en train de travailler à un livre à publier sur la littérature africaine, ce n'était pas une blague. Tout ça vient justement de mes réflexions là-dessus. Il y a un mot que j'utilise ailleurs, mais ici, le mot temporalité que vous connaissez, mais le sens habituel, c'est tout phénomène lié au temps est limité par lui. Voilà, la temporalité. Cela implique également une évolution. Donc tout phénomène lié au temps est limité par lui, ça veut dire tout ce qui commence un jour, qui grandit, et puis qui un jour disparaît. Voilà. Phénomène essentiellement mémoriel. Pourquoi j'ai dit mémoriel ici? Parce que, là je prends un raccourci, qui tend, entre autres conséquences, à reproduire l'espace familier en terre inconnue. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le fait colonial a ramené en Afrique une temporalité qui n'est pas africaine. Il y a eu une espèce, j'allais presque dire, d'agression temporelle. Ça veut dire qu'il y a eu une temporalité amenée d'ailleurs qui s'est installée en Afrique à un moment donné, coupant la temporalité africaine. Ceci fait immédiatement référence à ce que je venais de vous dire à propos des traditions et modernité. Ça veut dire que l'Afrique pouvait continuer avec sa temporalité et avancer vers la modernité. Mais cette temporalité a été brutalement interrompue et il y a eu une autre temporalité qui s'est installée et qui a amené la confusion de modernité et tradition, mais surtout qui est capable, partout où elle s'installe, de réinstaller un espace qui lui est familier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on regarde l'Afrique moderne aujourd'hui, elle a quand même une certaine façon de se présenter. Quand je dis l'Afrique, surtout dans les villes, on voit ça beaucoup plus dans les villes que dans les villages. La manière de construire, la manière de transformer l'espace lui-même, la manière d'habiter, la manière de communiquer, la manière de... Toutes ces manières qu'on voit par exemple évoluer dans les villes, nous viennent d'une temporalité. Le fait colonial a violenté de manière durable l'espace traditionnel africain. Quand j'ai dit violenté, c'est parce que souvent d'ailleurs les gens n'étaient pas d'accord. On ne leur a pas demandé souvent leur avis. Hein? On leur a dit voilà, vous n'avez pas de culture, vous n'avez rien, comme je vous dis la fois passée. Nous, on vous amène les lumières, on vous amène la vérité. Donc, quelque part, même si, même si, comme dit Léonore Amiano, qu'aujourd'hui l'Africain s'est réveillé dans un milieu inconnu et qu'il essaie avec peine de le maîtriser, c'est ça justement le conflit, ce que j'appelle les temporalités anachroniques. Lorsqu'on demande à l'Africain aujourd'hui de se moderniser, en tout cas dans le discours que nous entendons, les discours hégémoniques qui viennent du centre, que l'Africain doit se moderniser, en fait c'est un problème de gestion de temporalité. Mais à l'Africain, on n'a rien demandé comme avis. On lui a imposé une certaine temporalité avec laquelle il doit faire avec, comme on dit. Vous avez ce qu'on appelle le temps cyclique. C'est un temps mythique et figé. Temporalité en boucle. Ce temps, on le trouve par exemple dans les religions. Quand une religion a un père fondateur, on voudrait que tous les sujets imitent le père fondateur. C'est le modèle, il faut être identique à lui. Je ne vais pas vous donner des exemples de religions pour ne pas susciter des jalousies, mais c'est comme ça que fonctionnent les religions. Mais c'est comme ça que fonctionnent aussi certaines traditions. Les traditions rigides. On a eu des pères fondateurs, ils nous ont donné des valeurs, vous n'avez pas à les changer. Si vous voulez les changer, vous allez en exil. Nous devons respecter nos traditions. Vous entendez parfois souvent ça. Nous devons respecter nos traditions. Nous devons respecter nos traditions. Alors, c'est ça, tradition rigide. Mythe de l'identique et du double. Ce que les pères fondateurs ont dit est sacré. On ne doit pas le toucher. Tout ce que nous devons faire, c'est l'imiter et être comme eux. Clone des pères fondateurs. Alors, dans le temps cyclique, j'ai dit il est en boucle, donc on ne voit pas de changement. Normalement, ça ne devrait pas changer, ça devrait être le même. Même si votre religion est née au IVe siècle, vous devez vivre comme au IVe siècle. Voilà. Alors, le temps qui dure, c'est un temps historique. Quand je dis historique, ça veut dire que c'est un temps dialectique. Ça veut dire qu'il peut évoluer, dynamique. Temporalité lente, celle des villages traditionnels. Le temps qui passe. Ces mots-là m'ont été suggérés une fois par une conférence que j'ai entendue de Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, qui est ce grand écrivain français, qui disait
il y a quelque chose de phénoménal dans le temps. Le temps dure et passe en même temps. C'est parce qu'il dure que je peux écrire mes bouquins, que je peux faire ceci. Mais c'est parce qu'il passe que nous pouvons vieillir et passer et laisser à nos enfants d'arriver. Je trouve ça formidable et c'était vraiment ce que je voulais exprimer. C'est pour ça que j'ai récupéré son vocabulaire. Voilà, temporalité, temps qui passe, historique et dynamique, mais temporalité accélérée, celle des villes, soi-disant, hein, et celle produite par le fait colonial. Parce qu'il faut quand même s'imaginer cette torsion qu'il y a eu au XIXe siècle avec la temporalité, n'est-ce pas, venue du fait colonial. Alors, c'est qu'en dit Léonore Amiani. Spatialisation temporelle anachronique. La colonisation a fait disparaître le monde connu, précipitant les peuples d'Afrique subsaharienne dans un univers dont ils n'ont pas dessiné les contours et qu'ils tentent encore d'habiter avec difficulté. Voilà. Ça c'est exactement ce que je vais vous expliquer. Si vous n'avez pas bien suivi dans le côté temporalité, eh bien c'est ça, exactement. Alors, le temps cyclique, toujours Léonore Amiano, comme vous ne l'ignorez pas, l'Afrique subsaharienne fait figure en Occident, soit des géhennes offertes à tous les regards, soit d'espaces mythiques et mythifiés. Elle serait l'image terrestre de l'enfer ou une sorte de paradis perdu, dans lequel on pourrait aller au contact d'une sorte d'enfance du monde, de préhistoire du genre humain, une préhistoire figée, j'insiste sur le mot, c'est ça qui nous ramène au cyclique. Préhistoire figée, n'ayant que très peu connu l'évolution. Alors, rappelez-vous le fameux discours de Sarkozy à Dakar. Est-ce que tu as un commentaire à ce propos Le vrai problème, c'est peut-être que à un moment, tu l'as déjà dit, la lecture du temps est devenue même de la part des Africains une lecture qui se réfère au fait colonial. Parce que quand on dit le temps historique, le temps cyclique, les deux ne se contredisent pas en réalité dans n'importe quelle civilisation. Parce que c'est vrai que même dans le domaine littéraire ou les références humaines, c'est parce qu'il y a une sorte de cyclisme que des choses qui se sont passées il y a 1000 ans, dont on a parlé il y a 1000 ans, continuent à nous parler quand même de façon profonde. C'est tout simplement parce que beaucoup de choses reviennent. Notre lecture du temps a été faussée même lorsque nous en avons conscience, parce qu'il y a un référent plus ou moins inconscient, il reste le référent colonial. D'ailleurs, par rapport à ce que tu avais dit avant ce chapitre sur la modernité et la tradition, on oublie quand même que, à moins de considérer la modernité comme un fait occidental récent, la modernité a toujours existé au fur et à mesure que les civilisations ou les sociétés évoluent. La modernité, c'est la façon dont les sociétés, à chaque période, parviennent à trouver des éléments nouveaux à l'intérieur d'eux-mêmes et grâce à leur contact avec les autres pour résoudre des contradictions qui naissent. Parce que dans toute société, il y a des contradictions qui naissent. En anthropologie, on peut dire que la question a été résolue, pour moi, de façon très intelligente par quelques notions de Georges Balandier. Il a analysé la modernité en termes de dynamique du dedans et dynamique du dehors. À l'intérieur de chaque société, il y a des éléments dynamiques qui lui sont propres, mais aucune société n'a évolué sans une sorte d'agression extérieure ou d'apport extérieur. Toute civilisation ou société est réveillée par ce qui vient d'ailleurs. L'Occident, par exemple, contrairement peut-être à ce qu'un occidental pourrait penser, n'est pas Occident parce qu'à un moment, il s'est modernisé. L'Occident est Occident parce qu'à un moment, il a réussi à faire la synthèse de tout ce que les civilisations avaient dans leur possibilité de communiquer. On n'aurait rien eu sans les Arabes, on n'aurait rien eu sans les Grecs. L'Occident a eu beaucoup de choses qui lui sont venues déjà de l'espace qu'on appelle continent asiatique, qui n'est pas un continent, mais bon, ce qu'on appelle l'Asie,
à partir d'une sorte d'apport volontaire ou d'agression, une synthèse est née. Cette synthèse-là est devenue, peut-être là où le temps s'est arrêté, est devenue la seule possibilité humaine. Ce qui fait que l'Occident a peut-être arrêté le temps partout, c'est tout simplement parce que pour la première fois dans l'histoire du monde, une civilisation territorialement identifiée est parvenue à dire « Je suis à la fois l'un et l'autre. Tu ne peux exister pleinement qu'en étant moi. Or, tu n'as pas contribué de façon visible à ce que je suis devenu. C'est à moi de te transformer en moi. » C'est-à-dire, le temps s'arrête à partir de ce moment-là. On est occidental parce que l'Occident a voulu que tout le monde soit occidental. Mais dans la mesure où il y a quand même celui qui crée cette universalité de l'identité occidentale existe, il est occidental, tu ne peux qu'être moi, c'est-à-dire mon inférieur. Tu ne peux plus exister en dehors de moi. Or, exister comme moi suppose que tu existes en deçà de moi. Et nous nous sommes mis à nous battre contre cette temporalité, malheureusement, en ne l'ayant que comme référence. Par exemple, on n'a pas, tu as peut-être quelques éléments là-dessus. On va même aller jusqu'à parler de l'Afrique, c'est l'oralité. Avec fierté, hein, certains sont fiers. Et puis, l'Occident, c'est l'écriture. Et on verra des débats que tu connais. Ah ben non, nous avions l'écriture, nous les Africains. Ce n'est pas l'Occident qui nous a amené l'écriture. Or, tout le monde, toute civilisation a été transformée par la parole. Et ce n'est pas parce qu'elle est écrite ou orale qu'elle engendre ou n'engendre pas la modernité. Quand on prend tous les livres fondateurs de la modernité euro-asiatique, ils ne sont pas 10 hein, quand même. Hein. On a la Bible, le Coran. Et avant la Bible et le Coran, on avait Confucius quand même. On avait Socrate. Toutes ces personnes-là n'ont jamais écrit un mot. Tout est né de l'oralité. La Bible, la Bible, on a dit que dans les évangiles, Jésus a dit si on rapporte ce que Jésus a dit quand il n'est plus là. L'Ancien Testament, ce n'est quand même pas les concernés directement qui ont dit on a reconstitué. Socrate n'a jamais rien écrit, Confucius n'a jamais rien écrit, Mahomet lui-même serait analphabète, n'a jamais rien écrit. C'est-à-dire, l'oralité a été à un moment une sacralité à partir du moment où c'est écrit et facilement transposable. C'est d'ailleurs pour ça que le temps de l'écriture est devenu le temps le plus dynamique. À partir du moment où c'est écrit et qu'on peut transposer et traduire, c'est encore plus dynamique des gens qui se disent gardiens d'une parole. Et quand on garde la parole, on est quand même dans le figé. On parle même chez nous d'initié. Quand quelqu'un est un maître de la parole, c'est un initié, on dit cette parole ne circule qu'entre initiés. C'est-à-dire, si on l'élargit quand même à la conception et à la compréhension de tout le monde, elle est quand même défigurée. Pour qu'elle soit authentique, il faut qu'elle reste à l'intérieur d'un espace d'initié. Ce qui lui a quand même réduit sa portée dans la communication avec les autres, sa portée à l'intérieur d'elle-même. Et l'autre parole est arrivée pour devenir la seule parole. Qu'est-ce qui est quand même un fait plutôt drôle dans ça, parce que moi je trouve ça drôle, les premiers mots que tu avais utilisés entre la modernité occidentale et la modernité, la tradition africaine, c'est tout simplement que nous considérons comme modernité des traditions occidentales. Quand quelqu'un se marie, le mariage civil chez nous, on dit le mariage moderne. Oui, c'est mariage traditionnel et mariage moderne, parce que c'est occidental. C'est quand même une tradition. Il y a Kizerbo qui illustrait cette histoire-là avec quelque chose d'assez drôle entre moderne et tradition. Je ne sais pas s'il l'inventait, parce que le vieux avait aussi une imagination, ou si c'était vrai. Il parlait d'une femme burkinabé qui allait subir une intervention chirurgicale. Et le médecin lui dit,
fait, votre problème n'est pas si grave que ça, vous aurez une anesthésie locale. La femme dit, mais docteur, c'est parce que moi je suis pauvre que je ne peux pas avoir une anesthésie française. Ah, parce que local, pourquoi local? Et moi, comme une anesthésie française quand même pour moi. Ça résume tout. Bien. En tout cas, merci pour cet apport important. En fait, le plus difficile, le plus cérébral, c'était ce que nous venons de voir. Parce que vous abordez parfois des textes, oui, de manière innocente, hein, comme ça, parfois on est tout de suite frappé par ce qui est écrit, mais on n'a pas ce qu'on appelle le background. Ça veut dire ces textes sont reliés à quoi? Où est-ce qu'on peut les placer? Est-ce qu'on peut les mettre en filiation avec d'autres textes? Ou en concomitance avec d'autres textes? Voilà, c'est un peu ces notions-là que j'essaye d'aplanir en vous donnant quelques petites clés comme ça. Alors, si nous passons ici justement, j'ai dit après cette fameuse prise de tête, voilà les textes que nous pouvons maintenant analyser d'après ce que nous venons de dire. Un premier texte que je mentionne, c'est celui d'Embo Mumbala. Ce n'est pas un écrivain qui est beaucoup connu, c'est un Congolais de RDC qui a écrit dans les années 60 Deux vies, un temps nouveau. Ça colle très bien avec cette histoire de temporalité. Parce que il y a un de ces... Je vous lis ici parce que je n'ai pas pu le mettre là, c'était trop grand. Un de ces, j'allais dire, des personnages dit ceci: est-ce un rêve, mon enfance sans âge, passer au champ le jour à l'ombre, au pied d'un arbre, et toute la vie dans le cadre immuable du même soleil, de la même lune, au lever régulier, aux nuits égales, aux journées égales, symbole de stagnation, dit-on. Même nature, même brousse, même culture, même récolte, même plante de manioc, sous le même soleil équatorial. La répétition du même est quand même incroyable. Hein? M'étonnerais-je d'ignorer mon âge, de recommencer le geste de mes ancêtres, d'en faire un tabou, symbole de stagnation. Alors, par rapport à tout ce que nous venons de dire, vous voyez ce que ces textes apportent. Donc, on sent déjà là, dans ce texte, puisque quand on voit le titre « Deux vies, un temps nouveau », il y a eu une première vie, puis une seconde vie. Et alors ici, il nous parle surtout des stagnations. Et il dit quelque chose de très clair par rapport à ce que nous avons mentionné tout à l'heure. Recommencer les gestes de mes ancêtres. Et puis en faire un tabou. Ça veut dire quelque chose d'intouchable, que je ne peux pas changer. Hein? C'est ce que nous avons dit à propos des traditions figées. Hein? Le mot figé est important. Des traditions figées ou des traditions qui peuvent évoluer. Normalement, toute tradition doit évoluer. Elle n'a pas le choix d'ailleurs parce que généralement, elle est toujours en contact avec d'autres. Comme l'a dit si bien Samichak, chaque société évolue, n'est-ce pas, avec sa dynamique interne, bien sûr, mais aussi avec la rencontre, les emprunts à d'autres peuples. Et donc, voilà un des textes qui nous produit cela. Alors, les textes consacrés à la sauvegarde de la mémoire précoloniale refusent souvent à la ville le statut d'un espace sécurisant. Si vous lisez Ampateba, Naziboni, Djibril Tamsingyan, pour peu qu'ils parlent de la ville, c'est toujours pour dire, tiens, en ville, hein, on ne sait pas très bien à quel saint se vouer, parce que toute l'organisation, la structure traditionnelle qui donne sens à nos vies explose en ville. On ne sait pas qui est le maître du sens en ville. C'est en fait ça, le maître du sens, ou des sens, parce qu'on est même là
dans ce qu'on appelle le sens pluriel, si on peut dire. En termes simples, on dirait simplement que en ville, nous n'avons pas des traditions pour nous structurer. Les traditions structurent. En ville, nous n'avons pas de traditions pour nous structurer. Alors là, évidemment, nous sommes dans le fameux Camaralais, n'est-ce pas, d'enfant noir que quasiment tout le monde a lu en Afrique, ne fût-ce qu'à l'école, des extraits, parce que c'est un livre, un classique dans les écoles. Et bien justement, on a là une présentation du temps assez étonnante, parce que l'histoire se passe dans un village africain, mais tout se passe comme s'il n'y avait aucune autre temporalité qui est intervenue. C'est vraiment ce village africain fermé sur lui-même, avec ses valeurs, avec le forgeron, etc., toutes ces valeurs. C'est d'ailleurs une chose qui lui a été reprochée par la suite, notamment Mongobeti a été féroce avec lui. Il a dit, mais voilà, nous on combat la colonisation et toi tu te plais comme ça dans ton petit village africain, enfermé comme ça, tout seul. Voilà. Alors, autre chose qu'on peut dire sur l'espace, je prends l'Omami Chibambasi, je prends les Africains, c'est parce qu'ils me sont tombés sous la main rapidement, mais, enfin les Congolais je veux dire, mais sinon on peut retrouver ça ailleurs. Donc l'Omami Chibamba d'Angando, hein, c'est lui qui est sorti en 1948, puisque c'était il était lauréat du concours de la foire coloniale, en fait, le concours de littérature. Donc il a remporté ce concours avec ce fameux livre Ngando qui a été publié à Bruxelles, n'est-ce pas? L'espace urbain agressé par l'espace traditionnel. Là, il se passe quelque chose d'assez... Pour ceux qui l'ont lu, n'est-ce pas, ils peuvent se souvenir de ça. Que ce jeune garçon, Moussolinga, qui est le jeune héros de ce livre, il vit à Kinshasa, qui est jusqu'à nouvel ordre d'une ville, en tout cas. Et il évolue là-dedans comme j'allais dire, tous les jeunes, tous les petits-enfants des villes, ça veut dire en groupe comme ça, ils traînaillent, ils vont à la rivière pour se laver, de temps en temps ils vont dans un verger, ils piquent quelques fruits, enfin voilà, ils ont cette vie un peu semi-délinquante que d'ailleurs le Chibamba lui-même a vécu, hein, parce que son père les laissait un peu comme ça errer dans la cité, hein. On est toujours, n'est-ce pas, les thèmes viennent toujours de quelque part. Hein. Et qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Ce garçon va dans un verger, il pique quelques fruits chez Maman Ngouloubé. C'est une femme, une bonne femme, matriarche africaine, qui se fâche évidemment contre ces jeunes garçons et qui lui jette un sort. Alors, ce sort n'agit pas tout de suite, mais très rapidement. Le garçon, quand il rentre à la rivière comme d'habitude pour se laver, un crocodile renseigné se précipite sur le garçon. Évidemment, il ne choisit aucun autre, hein. Ils étaient plusieurs, mais il choisit lui et l'entraîne au fond de la rivière. Sur l'île Mbamou, pour ceux qui connaissent Kinshasa, n'est-ce pas, il y a une île entre Brazzaville et Kinshasa qui s'appelle l'île Mbamou, évidemment. L'île Mbamou, c'était l'île où les sorciers se retrouvaient pour leur sabbat nocturne. Donc voilà. Alors, il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans ce roman, parce que vous êtes dans un point, vous êtes dans une partie tout à fait réaliste, qui plante cette ville de Kinshasa, et puis tout d'un coup, l'affaire se casse complètement, et nous entrons dans un univers qu'on pourrait appeler merveilleux. On peut se demander quelle est l'intention de l'auteur quand il fait une chose pareille, de faire surgir, parce que le merveilleux, les Sud-Américains connaissent ça, de faire surgir comme ça tout d'un coup dans un espace sécurisé, celui de la ville, espace rationnel si je peux dire, par excellence, espace où les maîtres sont occidentaux. Hein. Rappelez-vous cette histoire de l'émotion est nègre et la raison est télère. Bon, et alors tout d'un coup, l'espace se déchire complètement. Et nous basculons dans un autre espace, avec d'autres lois, etc. C'est pour ça que je parle ici de l'espace urbain agressé par l'espace traditionnel. Comme si, chez l'Omami, il voulait quand même avertir ceux qui se croyaient les maîtres, que, attention, vous avez peut-être vaincu sur un plan, mais sur un autre, là, vous ne nous atteindrez pas. Il y a cette
explication qu'on peut donner, mais c'est aussi ne pas oublier que l'espace urbain, si rationnel ou je ne sais pas moi, universel soit-il, ne manque pas de mythes. Il y a des mythes en ville comme il y a des mythes dans les villages. Même s'ils sont d'autres types de mythes, mais on a des mythes urbains, qu'on retrouve d'ailleurs chez beaucoup d'écrivains. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est, je venais de lire Petit Piment de Mabankou, mais avant ça, j'avais lu évidemment Lumière de Pointe-Noire, où il est en train de parler de cette sirène qui surgit comme ça sur la plage de Pointe-Noire, ou des histoires qui se racontaient quand ils étaient enfants. Donc on a l'espace urbain, ce n'est pas parce qu'il est urbain qu'il n'y a pas de mythes, parfois même des mythes réinventés ou repris du village, etc. C'est ce que je voulais insister sur cet aspect-là, que l'urbanité ne chasse pas les mythes en tant que tels. Alors, dans Akeloba, avec les fils de Kouricha, c'est plutôt ici, je crois qu'il s'agit d'une histoire où tout un village est en train de se battre contre l'installation d'un barrage. Donc le barrage, ça c'est la modernité, c'est l'électricité, c'est quelque chose. Et alors les gens du village, n'est-ce pas, pour toute espèce de raison, se battent contre ça. Mais que dit l'auteur dans la préface de son livre? Voilà ce qu'il dit. Dans mon souci de présenter une image approchante de l'Afrique mouvementée d'aujourd'hui, je me suis proposé de faire vivre une société aux mœurs et croyances médiévales, cernées par des impératifs modernes, contrainte de se mettre au rythme de l'époque actuelle et déchirée, encore ce mot qui revient, déchirée par son phénoménal retard. Alors, nous parlions des temporalités, voilà les temporalités conflictuelles. Là, nous sommes vraiment dans les temporalités conflictuelles. Alors, temporalité et mode de production. Donc, comment est-ce qu'on vit au village? Comment est-ce qu'on mange? Quelle est la distribution des biens? Et par rapport à la question de la ville, parce qu'on va voir qu'en ville aussi, les moyens, les systèmes de production qui ont été amenés sont un petit peu difficiles à maîtriser, pour ainsi dire, parce qu'il faut un certain savoir. Ces savoirs se donnent dans des lieux précis. Et quand on n'a pas ce savoir, quel est le moyen de vivre en ville décemment? Alors, solidarité du village, mirage de la ville. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de Abdoulaye Sadji dans Maïmouna. Je ne sais pas si quelques-uns ici ont lu ces textes, qui raconte l'histoire d'une jeune fille au village. Sa sœur habite dans la capitale et elle va rejoindre sa sœur parce que bon, elle veut quitter le village, elle veut quitter la temporalité du village, elle veut... et elle dit, ici il est dit à propos de la ville, donc Maïmouna considérait la ville comme une lumière brillante, mais dangereuse, sous laquelle les insectes viennent se brûler. Donc, cette modernité représentée par la ville est fascinante. Elle se rend en ville, mais malheureusement, elle va choper une grossesse non désirée, avec un monsieur qui va lui promettre le mariage, mais il ne le fera pas. Et elle va rentrer au village, et alors il y a une espèce d'accablement sur cet enfant de Maïmouna, parce que, je ne dis pas l'accablement par l'auteur, mais l'accablement de l'histoire elle-même, parce que non seulement il a ses malheurs, mais il attrape la vérole, on dirait une espèce de punition qui tombe sur elle comme ça, à partir du moment où elle a failli aux valeurs traditionnelles. Et normalement, elle rentre dans son village, où évidemment tout le monde la condamne pour cela, mais quand même la solidarité étant, n'est-ce pas, on l'a reçue, et je crois qu'elle survit en vendant des histoires, des choses comme ça. Ce que je voulais surtout dire ici, c'était le fait que chez Abdoulaye, ça ne tenait d'ailleurs pas seulement le même. L'autre livre qu'il a écrit, Nini,
c'est comment ça, Nini, la mulâtresse du Sénégal ou quelque chose comme ça. Il y a la même structure en fait. Cette Nini qui veut absolument vivre comme une blanche, parce que c'est une mulâtresse, donc il a ce qu'on a appelé la fois des Yankees Bounty ou je sais pas quoi. Et ben voilà, il veut vraiment vivre à l'occidental et tout, donc quelque part, elle renie ses valeurs africaines, mais elle veut se faire épouser par quelqu'un, évidemment, ce quelqu'un, il épouse une Française, puis elle est là, elle tourne en rond, elle vend le bâtiment familial et elle va s'installer en France. Parce que là, elle rejoint évidemment la blancheur qu'elle a tant cherchée. Donc elle va s'installer en France. Donc on voit quand même que chez Abdoulaye Sadji, il y a cette invitation, pour ainsi dire, aux Africains et aux Africaines, n'est-ce pas, à ne pas abandonner les valeurs traditionnelles. Et Abdoulaye Sadji plante la ville comme les lieux de toutes les perditions. Il faut faire attention avec la ville, c'est les lieux de toutes les perditions. Bon, Ferdinand Oyono, je ne vais pas traiter longtemps, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont lu Les Vieux Nègres et la médaille, où on voit ce vieux monsieur complètement ridiculisé par les gens même, les blancs de la ville, qui l'ont invité pour une médaille, et puis il se perd dans le milieu urbain, et puis bon, on lui dit voilà, on l'attrape, on le met en prison parce qu'il n'a pas respecté le couvre-feu. Enfin, une histoire vraiment horrible. Mais ce que j'aime chez Ferdinand Oyono, parce qu'il y a beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Quand le vieux rentre au village, finalement les gens rigolent de cette histoire qui est arrivée, mais c'est très très fort comme exemple d'une ville où, soi-disant, la personne est reçue avec tous les honneurs, et c'est la même ville qui l'humilie de manière incroyable. De manière incroyable. Mongobeti, avec Ville Cruelle, et Mission terminée, enfin, brièvement, Ville Cruelle, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Banda, et qui habitait dans un village, beaucoup d'amour entre sa mère et lui, etc. Et puis, il se décide un jour, n'est-ce pas, de se marier, et pour se marier en Afrique, il faut une dot, et puis, il prend son cacao et va le vendre en ville. Mais il arrive en ville, évidemment, comme la ville, c'est les lieux de perdition. Hein. Il arrive chez les Grecs qui les tournent en bourrique, en fait, parce qu'ils vont peser son cacao. Ils disent c'est du mauvais cacao, on le lui confisque. Enfin, on fait semblant de lui confisquer, parce que bon, c'était pas du mauvais cacao comme du tout, mais c'était pour le récupérer. En fait, c'était un tourloupe pour récupérer ce cacao. Et alors, les malheurs des bandas commencent à ce moment-là, parce qu'ils se retrouvent en prison, etc. Je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que vous pourrez la lire, mais ce que je voulais donner comme exemple là, c'était surtout que Mongobeti, ou Ezaboto à ce moment-là, puisque dans Ville Cruelle il a signé Ezaboto, dit par exemple sur la ville, dans Ville Cruelle. À maintes occasions auparavant, il avait déjà éprouvé combien la ville était cruelle et dure avec ses gradés blancs, ses gardes régionaux, ses gardes territoriaux et leurs baïonnettes au canon, ses sens uniques et ses entrées interdites aux indigènes. Mais cette fois, il avait lui-même été victime de la ville. Il réalisait tout ce qu'elle avait d'inhumain. Ah, là, c'est tout à fait clair. Hein? Donc, on voit vraiment... Et alors, à propos des villageois, je voudrais un peu opposer comment ils voient la ville et le village. À propos des villageois, il dit, pour eux, le monde se restreignait à leur village, ou plus exactement aux forêts environnantes. Ils étaient toute la journée dans leur forêt. Quand ce n'était pas pour travailler dans leur champ, c'était pour boire du vin de palme, en toute sécurité, ou pour chasser, ou pour se livrer à certaines activités que la loi reprouvait, la loi entre guillemets, la loi reprouvait, et que la forêt protégeait très maternellement. On voit toujours cette opposition. La caractéristique constante de cette catégorie d'hommes, c'était surtout leur inaltérable bonne humeur, leur hâblerie et la force de résistance au temps de leurs sentiments. Voilà, portrait des gens de la ville. Comme les gens de la forêt éloignée qui conservaient leur authenticité, les habitants des Tanga, Tanga c'est la ville, étaient veuves, vains, trop gais, trop sensibles. Mais en plus, il y avait quelque chose d'original en eux maintenant.
un certain penchant pour le calcul mesquin, pour la nervosité, l'alcoolisme et tout ce qui excite le mépris de la vie humaine, comme dans tous les pays où se disputent des grands intérêts matériels. Revenons là à l'économie. C'était la ville de chez nous qui détenait le record des meurtres et des suicides. On y tuait. On s'y tuait pour tout, pour un rien et même pour une femme. Sans commentaire. Là, nous avons un exemple de... Je ne vais pas vous parler des Inkoli Jambofan que vous avez lu, n'est-ce pas, avec Congo Inc, avec notre ami Jokissa, là, donc ce pygmée qui rêve de mondialisation, qui justement est en train de dire à un ami à lui, dit, mais tu sais, moi, je suis connecté. D'ailleurs, il était connecté puisqu'il avait un ordinateur. Et donc, on a là l'exemple type d'une modernité souhaitée quand on est déjà dans le village, et une modernité qui appelle par exemple au départ. Donc son désir, il se dit, mais ici je ne peux rien faire, de ma mondialité, de la mondialisation ici, il n'y a rien, je n'ai pas les éléments de la mondialisation. Pour avoir les éléments de la mondialisation, récupérer les éléments de la mondialisation, il faut que je voyage, il faut que je me déplace. Toujours, n'est-ce pas, de l'espace traditionnel vers l'espace des villes, qui est un espace ouvert à tous. Mais on verra, pour ceux qui ont lu ce livre, que dans son cas, la vie à Kinshasa n'a pas été tout à fait ce qu'il espérait. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette ville de Kinshasa, où on parle de cette modernité, on a d'autres éléments. Par exemple, ce fameux Chinois qu'il va rencontrer sur la rue, et le Chinois qui est en train de vendre de l'eau froide ou fraîche qu'il propose aux gens. Ce personnage, nous sommes là dans la mondialisation. Quand je vous parlais de l'identité multiple, de la mixité, de la diversité, eh bien, Bofan plante là un milieu au-delà de toute espérance. Hein. Donc, voilà une des lectures qu'on peut en faire. Mais je tenais à mentionner quand même que Sembene Ousmane, qui a aussi souvent parlé écrit sur la ville africaine, on voit que chez lui quand même, ça c'est intéressant à signaler, qu'on passe quand même de la race vers des questions purement sociales. Par exemple, dans Les Bouts de Bois des Dieux, un des protagonistes qui se pose la question de savoir en quoi un ouvrier blanc est-il supérieur. Vous savez, Le Bout de Bois des Dieux, c'est cette longue chronique d'une grève qui s'est passée là-bas au Sénégal. En quoi un ouvrier blanc est-il supérieur à un ouvrier noir? On nous dit que nous avons les mêmes droits. Mais ce sont des mensonges, rien que des mensonges. La machine que nous faisons marcher, la machine, elle dit la vérité. Elle ne connaît ni homme blanc, ni homme noir. Voilà. Alors, les écrivains et la verticalité. Donc, comme je disais, le village est le lieu de réalisation collective. La ville s'avère être avant tout le lieu de réalisation individuelle. Nous l'avons assez dit. Alors, puisqu'il s'agit des écrivains maintenant, je prends leur point de vue. Boubacar Boris Diop qui dit « Chaque auteur rêve en effet de faire voler en éclats le moule collectif. Car dans l'univers de l'écriture, tous les itinéraires, même ceux qui n'ont de sens que par rapport à la trajectoire du groupe, sont en quelque sorte singuliers. Et leurs bifurcations secrètes en disent souvent plus sur un créateur que ses choix, que les choix qu'il pose. Donc, je crois que l'affaire est très claire. Nous avons parlé des écrivains porte-parole, du collectif. Nous avons ici un exemple d'un écrivain qui, lui, veut justement faire voler en éclats le moule collectif. Parce que c'est son imaginaire personnel qu'il veut mettre en avant. Rien n'empêche qu'à travers cet imaginaire personnel passe la verticalité. Tout ce qu'il a reçu
de ses ancêtres, ou ce que vous voulez, etc. Mais quand même, c'est quand même par la médiation individuelle que tout ça passe, par son imaginaire personnel. Nimrod, n'est-ce pas, dit la même chose. L'écrivain désunit la famille. La raison en est simple. C'est en son nom propre qu'il écrit. Pour lui, le nous n'existe pas. Il n'y a que le je. Une littérature qui dit je s'invente sous nos yeux. Elle avait été inaugurée par Kamaralé dans les années 1950 avec L'Enfant Noir. Je voulais justement te poser la question. Qu'est-ce que tu en penses? Là où la question peut-être, j'ai lu son livre dans lequel je suis d'ailleurs violemment attaqué. Oui. Là où ça me pose problème, c'est qu'à un moment, il a peut-être réduit le jeu à sa fonction de base jeu. Alors que le jeu, quand même, d'un écrivain est un moi. Le moi peut intégrer le collectif, c'est-à-dire le regard et l'imaginaire d'un auteur sur une société, une époque. C'est ce qu'on a eu avec les Henry Miller ou Proust, hein, quand le jeu de Proust est un jeu qui nous restitue quand même une époque. Le jeu de l'écrivain, en réalité, n'a de sens que quand il pose sur un groupe, un collectif, une société, un regard original, d'autant plus original qu'il peut révéler aux gens concernés des choses dont ils n'ont pas conscience. C'est peut-être ça. L'écrivain est peut-être celui qui, par l'irradiation de son moi, arrive à mettre des lumières là où tout le monde voit peut-être sombre et à mettre des obscurités là où tout le monde croit que c'est clair. Quand on lit Proust, c'est ce qu'on finit par découvrir. Et en ce sens-là, on peut se dire que bon, les Mongo-Beti ont utilisé jeu aussi dans le pauvre Christ de Bomba, tout en restant quand même dans l'histoire d'un collectif. Le jeu dont Nimrod parle, qui n'est pas celui de Kamara Lai, pourrait plutôt se rapprocher du jeu de ce qu'on appelle l'autofiction. Si on veut quand même faire un parallèle entre le jeu et le collectif, le jeu de Kamara Lai reste tellement dans le collectif que Kamara Lai ne parle pas de lui. Non, Kamara Lai met quand même en exergue à partir de son histoire toute la société de la Haute-Guinée, aussi les traditions du forgeron, aussi en quelque sorte toute l'Afrique selon lui. D'ailleurs, son enfant noir est quand même significatif de quelque chose. Ce que je dis, c'est aussi l'enfance du noir. Donc le jeu est plutôt un jeu témoin. Il raconte une histoire. D'ailleurs, c'est ce que Mongo-Beti lui a reproché. C'est-à-dire, bon, on est pour lui dans une littérature qu'il a appelée littérature à l'eau de rose, parce qu'il y a tellement de combats à mener que cette littérature à l'eau de rose où tout est beau dans le village, c'est en ville que j'ai eu des problèmes, ou c'est en ville qu'il y a des problèmes, ce n'est pas l'époque pour nous de la faire. Là, on a quand même, au-delà du jeu, ce que Mongo-Beti lui reprochait, c'est plutôt l'angle sous lequel il aborde la question, alors qu'il y a des sujets peut-être plus brûlants. On a vu aussi, quelque part, que ça pouvait se retourner contre Mongo-Beti lui-même, qu'il utilise le jeu ou pas. À un moment, Senghor lui a reproché quand même mission terminée, en lui disant il y a tellement d'autres missions plus importantes que sa mission terminée, ben voilà, n'en valait pas la peine. C'est-à-dire, je crois que là, on est vraiment dans une relative confusion entre je-moi qui parle et le je qui est un moi témoin d'une époque, d'une société, d'un collectif, peut-être de quelque chose de beaucoup plus global. Et d'ailleurs, ça ne résume même pas l'écriture de Nimrod. Même là où il utilise je, Nimrod est à mon avis, un témoin essentiel de son époque, avec son esthétique à lui, témoin, rien qu'à lire les jambes d'Alice. C'est-à-dire, on a le Tchad sous un angle quand même un peu tragique, vu par un écrivain qui parle de la guerre. Ce n'est pas vraiment de lui-je, il reste quand même dans le collectif. En réalité,
ce que Boubacar Boris Diop dit et ce qu'il dit se ressemblent sans être identiques. Parce que casser le moule collectif ne signifie nécessairement pas qu'on ne veut pas parler du collectif quand on connaît Boubacar Boris Diop et sa conception de la littérature. C'est peut-être arrêter peut-être d'être le porte-parole. Donner à l'écrivain des missions. Il faudrait que l'écrivain, même en parlant du groupe, de sa société, dise c'est moi qui parle. Alors que quand on dit je suis le porte-parole, ça veut dire ma parole est la parole. Je ne fais que dire ce que les autres auraient dû dire. Or, quand moi je parle de mon village ou de ma ville ou de ma société, je dois assumer que c'est moi qui vois ça comme ça, c'est moi qui parle. Voilà. Il y a quand même cette idée de moi objectivant et le moi subjectivité assumée. C'est en ce sens peut-être que je rejoins Nimrod, c'est-à-dire ce n'est pas tant que le jeu s'oppose à un groupe, c'est qu'à partir d'un certain jeu, on assume sa subjectivité, ce qui fait notre singularité. Mais c'est ça, je crois que la conclusion à laquelle on peut arriver sur ce point-là, c'est qu'en fait c'est la subjectivité, mais une subjectivité quand même qui donne une vision d'une société, etc. Mais toute la médiation se fait par le moi, par le je. C'est moi qui parle. Voilà, voilà. Alors, la ville comme foyer de contestation, je ne vais pas trop traîner là-dessus parce que nous avons d'ailleurs ramené beaucoup d'éléments qui caractérisent la ville. Et donc si on ajoute cet élément-là, ça ne devrait pas nous étonner. Donc Alain Mabancou et Lebris, ils disent « La ville où s'invente au-delà du roman une culture de la rue, slam, hip-hop, rap, par laquelle la jeunesse exprime sa révolte et ses espoirs. » Alors, quand on lit la plupart du temps les romans africains, on a rarement, je vais dire, les mises en scène l'esprit révolutionnaire dans un village. Le village, comme nous avons dit, est soumis à l'identité, le même, etc. C'est d'ailleurs l'endroit où se posent le moins de révoltes possibles. Si, il y en a quelques-unes, il y a parfois des fortes têtes dans un village. Mais ce n'est pas ça qui provoque vraiment la révolution. Mais la révolution, la plupart du temps, ou la révolte même, ancrée vraiment, c'est souvent dans les villes qu'on voit ça. Il me revient ici un exemple du Soleil des Indépendances, où par exemple Amadou Kourouma parle d'une révolte, je crois que c'est des mendiants dans un marché. La révolte des mendiants. Une révolte brutale comme ça, à un moment donné, les mendiants se mettent debout et commencent à tout casser. Le débarcadère. Voilà. C'est à ce genre d'éléments imprévus auxquels je fais allusion ici. Donc, les grèves, c'est chez Saint-Benoît Ousmane, et bien sûr, mais Aminata Sofal avec la grève des battus, dont on a déjà parlé. Donc, ça, c'est quand même assez singulier, que des mendiants se mettent en grève. Et on doit aller les rechercher là où ils sont pour leur apporter cérémonieusement, n'est-ce pas, la dîme ou bien ce qu'on leur doit. Je trouve que, moi je trouve ça un exemple assez extraordinaire. Bon, s'expliquant dans le monde musulman, avec la sadaka ou je ne sais pas quoi. Alors, vous avez des révoltes, par exemple, de Charles Nocan, donc, qui a écrit « Violent était le vent », donc là, vous pouvez aller le voir. Emmanuel Dongala, ça, le titre est clair, un fusil dans la main, un poème dans la poche. Alors, William Sassine, par exemple, avec William, où il raconte, je ne sais pas si c'est une histoire, mais il semble que c'est vrai qu'il y a eu un massacre dans un village d'une colonie portugaise, qui s'appelait justement William, et donc il aurait exploité ce thème-là, justement, pour parler du massacre des colonisateurs à l'époque, n'est-ce pas, des colonisateurs sur le... Mais ça se passe évidemment dans quelque chose qui est lié avec la ville, puisqu'il s'agit d'un problème d'exploitation, d'exploitation forestière ou minière. Alors, vous avez des textes comme celui de Valentin Moudimbe, Entre les eaux et les baies du monde, où il raconte justement des histoires de rébellion. Entre les eaux, c'était un prêtre
qui tout d'un coup trouve que sa mission en tant que prêtre n'aboutit à rien. Lui, ce qu'il veut, c'est la révolution, parce qu'il y a les pauvres et les riches, et lui, il veut aider les pauvres, n'est-ce pas, à se libérer. Et il s'en va se battre dans le maquis, ça ne marche pas très bien. Il vit avec une femme, ça ne marche pas très bien, et puis il finit dans un couvent cistercien où il va se cacher. Une aventure assez étonnante pour entrer les eaux. Mais je vous raconte tout ça pour vous mettre l'eau à la bouche, de façon que vous alliez, n'est-ce pas. Le Bellimonde, encore, c'est l'histoire d'un ministre avec une prostituée, ça se passe au centre-ville. Voilà, la prostituée, elle est en relation avec une rébellion qui se passe à l'est du pays. Or, l'est du Congo, on le connaît. Et donc, voilà, elle est en train de prendre des informations chez la ministre pour alimenter, n'est-ce pas, les stratégies de la rébellion à l'est, là-bas. Voilà. Donc, ville, lieu de contestation. Mais nous avons, j'ai un but quand je vous dis ça, parce que on va vers... Donc, la ville, lieu du chaos et de l'absurde, manifeste d'une nouvelle littérature africaine, il est impossible de développer une théorie conséquente du moment de détritus sans auparavant poser cette centralité de la ville dans l'imaginaire africain d'aujourd'hui, tout comme sans souligner son caractère fondamentalement déliquescent. Nous allons passer dessus parce que plus loin c'est commenté. Il dit ensuite, pour avoir une idée du chaos, il suffit de se promener tout simplement dans une ville africaine. Le plombé des rues, le non systématique de la géographie, le manque de conception au moment de la naissance des quartiers, l'exigu des maisons et des villes, le tordu des chemins, l'égaré de la vision, l'inconnu de la direction. Ils sont un lot comme ça. Bon, c'est sans commentaire. Alors, ça c'est ça qui est intéressant pour moi. Nous parlions de la ville comme le lieu de la diversité identitaire, de la connexion, etc. Mais la diversité peut aller jusqu'à la fragmentation. Quelle est la différence de l'un et de l'autre? Enfin, la voix de l'un et de l'autre. Ça veut dire, à force de vouloir se placer au milieu des multiples identités, on peut perdre son ordre, on peut perdre sa route, on peut se perdre. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'espace urbain peut aussi être un espace de perdition, un espace de dépersonnalisation. Et souvent, cet espace, dans les romans africains, est mis en relation avec la présence d'un fou. Il y a beaucoup de fous qui se baladent dans les romans africains, et souvent, c'est dans les villes, où on a l'impression qu'à un moment donné, ils perdent pied sur la réalité, tellement qu'ils sont pris par plusieurs sollicitations, plusieurs aspects complexes qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, et un fil se rompt. Une des figures de cette rupture, c'est la figure du fou, que j'ai encore retrouvé dans... Je vais évoquer de nouveau le livre d'Alain Mabankou dans Petit Piment, justement, où il plante la figure d'un fou. Alors, un fou lucide, quoi. Parce que ce fou-là, il a par exemple ce devoir d'aller venger les pauvres et tout ça à cause de ce fameux élu du maire qui a décidé que tous les pauvres, les déshérités, tout ça, on va les sortir de la ville, un petit peu comme dans la grève des battus, on va les mettre à l'extérieur de la ville. C'est qui souvent? C'est les jeunes délinquants, désœuvrés, tous ce qu'on appelle... Les prostituées aussi. Voilà. Enfin, il avait toujours comme ça quelque chose en disant, voilà, ça dérange, les prostituées, on a renvoyé celles du Congo. Enfin, des Congo Zaïre. Donc on a dit, voilà, ça dérange le paysage, allez, hop, dehors. Et puis les jeunes qui vont dans les marchés, traînailler à gauche, à droite, les jeunes délinquants, hop, dehors. Donc voilà. Et c'est le fou qui, comme par hasard, va venger tout ce monde des déshérités, pour ainsi dire, en assassinant le fameux maire. Donc, fragmentation de l'espace. La temporalité coloniale a défiguré l'espace africain, notamment par l'industrialisation et l'urbanisation. Les deux vont d'ailleurs souvent de pair. Lorsque les industries s'installent quelque part et qu'on a besoin de main-d'œuvre, on fait même des cités dortoirs. On a vu ça en Afrique du Sud. Des villes artificielles qu'on vient installer parce qu'il faut bien sûr travailler à l'usine. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que devient l'individu.
que devient l'identité d'un individu dans un espace pareil. La déliquescence des villes africaines est réelle, mais très sélective. Et là, j'introduis cette notion de centre et de périphérie que vous connaissez très bien, justement. Les espaces périphériques, banlieues pauvres et bidonvilles, lieux anonymes et délabrés qui infiltrent la plupart des villes africaines. C'est ça que moi je nomme les lieux des identités fragmentées. Et alors, périphérie identitaire et anomie. Donc quelle est l'identité qu'on peut trouver dans une périphérie? L'anomie, c'est le manque de lois, de règles, de normes. S'il y a périphérie et centre, j'ai oublié de mettre l'astérix, ça c'est moi qui réfléchis. S'il y a périphérie et centre, c'est parce qu'il y a affirmation d'une identité au centre et en même temps négation de cette identité en périphérie. Parce que ceux qui sont dans la périphérie, de ceux qu'on a exclus, eh bien, c'est un peu la négation de l'identité que le centre est en train d'exalter. Quand le centre dit je suis ceci, ceux de la périphérie disent non, nous on n'est pas cela. Cette négation se pose à son tour, et c'est ça qui est intéressant, comme création d'une identité alternative. On voit ça très bien dans le livre de Mabankou que je viens d'évoquer. Les gens, le maire a pris ces jeunes et les a placés en dehors. Mais les jeunes, entre eux, redéfinissent une nouvelle identité. Et ils mettent même en place des stratégies pour aller réinvestir le centre, la ville. Donc, quelle est l'identité alternative? C'est celle des marginalisés et des exclus. Par conséquent, tout espace périphérique tend à devenir à son tour le centre d'une identité, mais une identité de la marginalité. Par rapport au centre, l'identité périphérique apparaît comme anomique, c'est-à-dire source d'insécurité. Vous savez ce qu'on appelle dans les villes des espaces périphériques, c'est quoi? C'est des espaces où on dit qu'on ne peut pas oser y passer le soir. Je ne sais pas s'il y en a à Bruxelles, il y a certains qui ne se promènent pas dans certains quartiers. Justement, c'est le lieu de l'identité fragmentée. Mais je vais te passer la parole parce que ça me rappelle Ernesto, oui, avec Linda dans le paradis des chiots. Oui, on peut même reprendre certains mots qui ont illustré les sous-chapitres précédents, le chaos, l'absurde. Patrice évoque. En réalité, on peut dire que le travail de l'écrivain, consistant quand même à se centrer sur l'humain, ce qui intéresse, c'est comment il n'y a pas de chaos en l'humain. C'est-à-dire comment il réorganise sa logique à l'intérieur de ce qui ressemble à un chaos. Quand on voit tous ces espaces chaotiques en apparence, ce qui est étonnant, c'est de voir que tout est ordonné pour les personnes qui ont investi ces espaces. Et ils savent comment indiquer une adresse de façon très précise. On peut quand même s'étonner qu'ils disent, tu verras quelque part la grosse femme qui vend des beignets. Quand tu arrives là-bas, tu tournes vers le baobab ou l'arbre à karité. Et 2 pas après l'arbre à karité, tu verras peut-être la femme boiteuse qui vend des beignets. De là, tu vas tout droit et tu arrives chez la personne. C'est-à-dire, il y a quand même un ordre que les humains inventent. Et l'écrivain est peut-être celui qui comprend l'ordre intérieur d'un espace et l'ordre interne aux êtres humains. C'est ce que moi j'ai essayé de reconstituer dans le paradis des chiots. Le petit Ernesto vit dans un bidonville de Bogota, c'est quand même un espace en apparence chaotique, mais même dans un discours ou un verbe déconstruit, Ernesto montre la cohérence de la vie de ceux qui sont comme des chiots. D'ailleurs, je les appelle chiots pour une bonne raison. Pas seulement parce que leur vie ressemble à celle de ces petits animaux, mais aussi et surtout parce que quand on prend les mœurs des chiens, ils savent se repérer dans n'importe quel chaos. Ils savent, grâce à leurs odeurs, grâce à leur urine qu'ils laissent un peu partout, retrouver leur chemin. L'écrivain essaie quand même de montrer des gens dans un espace de déperdition, des gens qui ont des itinéraires. Parce que la vie, quelle qu'elle soit, consiste à se tracer des itinéraires là où on aurait pu être perdu. On le voit quand même quelque part, même dans les centres qui semblent
tout à fait ordonnée, on a besoin de s'inventer des repères qui sont d'abord individuels, parce que quand on est dans le centre d'une ville, les voies sont bien tracées, il y a ceci ou cela, mais je pense quand même qu'à un moment, on sait très bien, soi-même, les espaces qui ne nous sont pas accessibles parce que nous ne sommes pas nécessairement des personnes ayant les possibilités d'y accéder, les espaces qui sont plus sécurisants pour nous, notre itinéraire à l'intérieur même du centre est d'abord individuel, mais imposé par les éléments quand même qui ne nous appartiennent pas. L'écrivain, d'ailleurs la notion de personnage revient à ça. Comment on peut nous montrer les logiques internes à un personnage, quel que soit l'espace dans lequel il se meut. Ça, c'est quand même ce qui m'intéresse, moi, dans les villes où j'aime plutôt ce qu'on peut appeler les marges. Les marges, on n'a pas quand même tout ce qui est ordonné comme ça, mais pour voir comment les êtres humains s'ordonnent, d'abord en tant qu'individus, et comment ils s'ordonnent à l'intérieur des petits groupes qu'ils forment pour s'inventer la vie ou la gérer. Parce que ce qui m'importe, c'est comment la vie atteint à une intensité dans tous les points et quelles que soient les conditions sociales, économiques, culturelles des personnes qui m'intéressent. C'est sans commentaire, hein? Je crois que c'est tout à fait clair. Alors voilà, nous en arrivons donc au roman des déshérités. Hein? J'en cite quelques-uns, mais c'est des exemples que je vous donne. Tanella Boni, Une vie de grave, Papé Diop, la poubelle. Déjà avoir choisi comme sujet, n'est-ce pas, comme titre, cela. Alors Pabé Mongo, L'homme de la rue, hein? Donc Tanella Boni avec Une vie de crabe. Laurent Ondo avec Au bout du silence, qui est un roman assez spécial parce qu'il y a du merveilleux là-dedans, hein. Mais quelque part il parle de la petite Venise. Donc c'est un endroit où justement on montre les aspects où la ville peut perdre quelqu'un, enfin, la mesquinerie. Alors Florent Pierre-Osotti, que vous avez certainement lu, Notre pain de chaque nuit, là où il raconte l'histoire de Gender, ce fameux boxeur, etc., et la femme Nono. Donc nous sommes dans un espace urbain mais complètement tordu, justement. Alors Patrice Nganang avec tant de chiens, ça c'est c'est encore un autre modèle de narration, puisque la narration, justement, le jeu qui narre, la narration est confiée à un chien. Et le chien voit comment son maître, n'est-ce pas, qui était un fonctionnaire, enfin, qui vivait bien, tout d'un coup, il y a une déchéance, il perd son boulot, et il achète un bar où alors les gens défilent. Et le chien, de son point de vue, comme il est en bas des tables, souvent, il voit des réalités que les hommes, eux, ne voient pas. Hein, ce qui se passe en dessous des tables. D'ailleurs, l'expression « les dessous des tables » revient là-dedans. Et alors, toute la misère des villes et tout ce qui se passe comme corruption en ville est planté là. Ceux qui ont lu Sembene Ousmane dans le Hala, on voit une scène extraordinaire où le héros reçoit dans sa villa une série de mendiants qui viennent lui cracher dessus. Ça, c'est un moment de vérité absolument incroyable, donc, comme s'il y avait un retournement des situations. Alors, en Patéba, l'étrange destin de Ouangrin, vous lirez aussi, donc c'est un homme politique qui connaît une déchéance extraordinaire, qui devient un mendiant d'ailleurs. Mais il paraît que tout ça lui a été annoncé par un devin. Hein, toute sa vie a été tracée comme ça. Toujours ce mélange, hein, puisque ce que tu viens de dire est très intéressant, dans la manière dont les gens se repèrent, justement. Mais on voit parfois que les repères sont encore plus loin que l'individu lui-même, comme dans les destins de Rambert, où tout lui a été annoncé en fait depuis l'enfance. Alors, Tierno Monenembo, Les écailles du ciel, c'est des titres que je vous cite. Fiston Moisa, Moujila, Tram 83, vous avez justement ce fameux Tram 83, qui est quand même un endroit assez extraordinaire, hein, où plusieurs personnes se rencontrent, blancs comme noirs, comme chinois, comme alors les ouvriers, les mineurs, et les femmes, donc alors les femmes pour les femmes, les canetons, il y a toute une série d'appellations comme ça, selon l'âge des femmes. On a là en fait un univers qui devient explosé et explosif. Il y a une énergie extraordinaire dans
dans ce travail, et on peut voir l'énergie dans l'écriture aussi, mais quand même aussi, je crois que Fiston atteint là quelque chose de tout à fait vrai dans ce qui se passe parfois dans certaines villes actuelles où, dans certains milieux, la réalité vous échappe en fait. Vous n'avez plus de prise sur la réalité du don. Vous commencez à vivre en vous retraçant, n'est-ce pas, des identités alternatives, si je peux dire, alternatives. Samy Tchak, évidemment, le paradis des Chigo, on vient d'en parler. Petit Piment, on en avait déjà parlé. Alors, je peux évoquer rapidement pour terminer le cas de Janice Otiemi, qui est un Gabonais. Et ça, c'est son héros à Libreville, hein, qu'il appelle pratiquement une ville tombeau. Hein. Le héros qui dit « Non, je ne redoute pas la mort. J'ai plutôt peur de ne plus pouvoir vivre dans ces coins adorables, rempart des résidus de la société. Peur de ne plus pouvoir renifler, alors, hein, comme un chien, au vêpres comme au crépuscule, l'odeur pestilentielle de poubelles, des eaux usées et stagnantes, formant des étangs derrière les maisons. Peur de ne plus pouvoir partager mes repas avec les rats et les cafards. Peur de ne plus pouvoir nourrir les moustiques de mon sang. Ah, n'est-ce pas, Patrice Ngana nous parlait du roman des détritus. Là, nous avons un détritus, un déchet. Hein, absolument. Alors, élément de conclusion. L'élément de conclusion, c'est quelque chose de magnifique que j'ai trouvé chez Samy Tchak, pour un peu ramasser tout ce que nous avons dit, dans la couleur de l'écrivain. Il dit « J'éprouve d'autant plus d'excitation à voguer sur les flots qu'au fond de moi, il y a un point stable, mon village, qui, bien qu'il soit lui aussi au cœur de la grande métamorphose des sociétés humaines, semble s'exclure des tourmentes. C'est les lieux vers lesquels je reviens toujours, quoique rarement de façon physique, pour me protéger de l'invincible cruauté de la vie. Je laisse ma plume errer parce que moi-même, pourtant parti, je suis resté incurablement l'enfant de chez moi, l'enfant de Kamonda, son village. » Voilà. Je crois que avec ça, nous avons la conclusion de notre exposé. Pour, oui, résumer, puisque le temps, bon, je dirais que l'Amérique latine, les pays comme Cuba, le Mexique, la Colombie, m'ont permis en réalité de renouveler des questions sur les inquiétudes que je portais en moi. C'est-à-dire, bon, ben, arriver dans des espaces où j'avais l'impression de retrouver des choses qui me sont plus ou moins familières dans les dynamiques urbaines et tout, mais où je peux mesurer mon statut d'étranger et même mon étrangeté. Peut-être que c'est dans ces espaces-là que j'ai mieux compris mon propre pays et même le coin d'où je viens. J'avais l'impression quand même que partout, on peut se sentir à l'aise chez soi. Mais en réalité, quand on est un étranger qui sait respecter son statut d'étranger, on a peut-être la possibilité de découvrir des différences qui nous interrogent, qui nous permettent de nous poser des questions que nous ne nous étions pas posées sur nous-mêmes avant de tenter de retrouver ce qui fait de nous la part que les autres portent et de trouver chez les autres la part que nous portons. C'est les questions que je me suis quand même posées, peut-être les bonnes quand je me suis confronté à ces espaces-là qui me sont proches et étranges et étrangers. Étrangers d'abord par la langue, proches parce que bon, c'est quand même des espaces où on trouve beaucoup de cultures africaines nées sous un autre angle, avec beaucoup de noirs aussi, qui me rappellent moi, mais étranges parce que bien que je vois ces personnes qui auraient pu être le lieu de mon identification, je me rends quand même compte qu'à un moment, c'est au-delà de notre couleur de peau qu'il faut interroger l'humanité que chacun porte en lui. Alors, des questions, des réflexions? Oui? Est-ce que ce n'est pas une façon de répondre à cette question, puisqu'on a commencé par celle-là avec Commuel Fontois,
de dire est-ce qu'il y a une littérature africaine ou c'est de la littérature, est-ce qu'il y a une littérature africaine francophone ou bien est-ce que c'est une littérature française point à la limite. Moi je trouve que ce que dit Samuel Chak, ça répond à cette question-là. Il me semble. Je ne sais pas comment vous réagissez. En fait, Fonkoy avait affirmé que pour lui, la littérature africaine, en tant que projet ou en tant que réalité, c'était quelque chose de provisoire ou qui finalement devait passer parce que toutes les littératures francophones évoluaient en fait vers l'identité française. Donc tout finirait comme ça dans l'identité française. Chose à quoi moi-même je me suis quelque peu opposé. J'étais un peu étonné parce que je lui ai dit que le concept de francophone qui aujourd'hui fonctionne en distinguant les littératures autres que celles qui sont en France, déjà la situation est un peu difficile parce qu'il faut introduire une autre notion, la territorialité de la France. La France, il y a la métropole, il y a la Martinique, il y a les îles, en fait, les Caraïbes, etc., et d'autres. On constate déjà dans le monde français lui-même, puisque un Martiniquais, c'est quand même un Français, on a pu parler de départementalisation tout à l'heure. Mais pourquoi on nous parle aujourd'hui des littératures martiniquaises, etc. Donc ça veut dire que quelque part, il y a un problème lorsqu'il s'agit d'être repris, j'allais dire, au listing de la littérature française, il se pose quand même beaucoup de problèmes. Alors on parle des étudiants, des écrivains franco, quelque chose. Mais français, il y a un problème là-dessus. Les autres ont trouvé comme astuce, c'est de dire la littérature francophone, c'est celle qui s'écrit en dehors de la métropole, de la métropole française, qui s'écrit en français en dehors de la métropole. D'ailleurs, la plupart des gens qui vont aux États-Unis enseigner, voilà, tu y es allé, tu sais de quoi je parle justement, ils sont là presque représentants de la littérature française. Oui, c'est vrai que c'est quand même une question quand même très complexe, en ce sens que, en fait, la réponse que Romuald Fonkoy donne est plutôt le constat d'une tragédie. Ce n'est pas tellement une chose aussi normale, naturelle que les littératures africaines aspirent à devenir françaises. C'est un problème déjà, parce que la littérature française n'aspire à devenir rien d'autre que la littérature française. Si une littérature aspire à devenir autre, ça veut dire que c'est plutôt l'ensemble de ces conditions d'existence qui sont faussées dès la base. Les écrivains africains aspirent à devenir autre chose que parce qu'ils ne peuvent pas être eux-mêmes. Et ça, c'est la question que j'aborde dans le livre. Quand je pose la question de la langue et de la nation en disant que nous sommes orphelins de nations littéraires, c'est quand même ça. Pourquoi un continent entier fournit des auteurs qui aspirent à n'être que des auteurs français, on peut même dire de Paris? C'est tout simplement parce que leur nation n'offre pas un espace où un écrivain s'épanouit. Dans le livre, je prenais l'exemple de Modiano avant qu'il n'ait le Nobel. Je disais par exemple, Modiano n'est pas un écrivain avec un écho mondial à la manière de Garcia Marquez ou Vargas Llosa. Mais la France lui suffit pour son éternité provisoire. C'est ce que j'ai dit dans ce livre. Ah ben oui, parce que quand on est français, on a au moins une nation derrière soi dans laquelle les échos amplifiés suffisent à l'existence d'un écrivain. Quand on est Alain Mabankou, son existence ne peut même avoir un écho au Congo que parce qu'on parle de lui en France. Alain Mabankou peut aspirer à devenir français parce que le Congo n'est pas un espace suffisant pour l'épanouissement d'un écrivain. Sinon, je le dis et le redis, un écrivain authentique écrit d'abord pour les siens et éventuellement, il peut être lu ailleurs. Le nombre d'auteurs que nous connaissons venus des autres espaces n'est qu'une infime partie de ce que chaque nation produit. Des Chinois, nous ne connaissons même pas 1 pour 1000. Mais les écrivains chinois qui ont une importance en Chine n'ont pas besoin que nous les connaissions pour exister en Chine. Mais moi, en tant que Togolais,
j'ai besoin d'exister en France pour qu'on parle même de moi au Togo, dans la mesure où le Togo comme nation n'a aucun sens sur le plan littéraire. À partir du moment où on parle de moi en France, au Togo, je ne suis pas nécessairement un écrivain qui importe, mais l'écrivain togolais dont on parle. Il y a des Togolais qui sont fiers de moi parce qu'on a une certaine visibilité et n'ont jamais lu une seule ligne de ce que j'écris parce que ça n'a aucune importance pour eux. Ce qui importe, c'est que je suis sorti d'un certain anonymat. Donc, s'il n'y avait que le Togo, mon statut d'écrivain n'aurait peut-être pas signifié grand-chose. Si j'en arrive à dire je souhaiterais qu'on me considère comme écrivain français, ça veut dire quand même la lucidité sur une tragédie qui est la mienne. Je viens d'un pays où être écrivain n'a pas tant d'importance que ça. Et il n'y a que la France qui pourrait me donner ce statut. Mais quand on dit ça, on ne dit pas l'autre tragédie qui est la tragédie de la France. Parce que les écrivains africains, beaucoup d'entre eux aspirent à devenir français et ne se posent pas cette question-là. Si leur nation avait été des nations littéraires, la capacité qu'elles auraient eu aussi à faire rayonner des écrivains français, puisqu'ils écrivent en français. Mais ils sont très peu lus en Afrique, dans la mesure où même les Africains ne sont pas lus. Donc, on se retrouve avec un ancien colonisateur devenant l'unique marché pour des écrivains venant de ces colonies, ce qui en fait peut-être un marché surchargé. Ce n'est pas le cas, par exemple, de l'espace anglophone, qui est à les États-Unis, la Grande-Bretagne, les pays de l'Europe du Nord, où il y a beaucoup de lecteurs anglophones, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, même l'Afrique du Sud, qui a quand même un pouvoir d'achat pour les livres un peu supérieur à ce qu'il y a chez moi au Togo. Donc la double tragédie, c'est nous n'existons pas par nous-mêmes, donc cherchons à exister en France, et la tragédie de la France, c'est que de tous les colonisateurs, c'est peut-être le piètre dans la mesure où il n'a engendré rien de grand en dehors de son espace. Même le Portugal, qui n'est qu'un petit coin de terre, a pu engendrer le Brésil. La France n'a rien engendré en dehors d'elle-même. Mais je voudrais élargir la question même à la littérature belge, notamment, aux autres littératures francophones. Parce que on est dans la même dynamique. Oui, c'est-à-dire que pendant très longtemps, ceux qui écrivaient en Belgique se faisaient adouber en France aussi, pour qu'ils puissent. Il y a quand même quelque chose qui est très fort en France et qui est lié à la manière dont elle conçoit la littérature écrite en français. Est-ce que c'est le fait que c'est la France, elle parle français, que tout ce qui parle français en dehors d'elle doit être colonisé quelque part par cette idée? Je pense plutôt qu'au-delà de ce n'est pas tellement la France qui crée ce problème. Je crois plutôt que c'est le complexe de tout ce qui s'exprime en français par rapport à la France. Par exemple, en Belgique, quand on publie un auteur belge en France et on en parle, il est quand même aussi lu en Belgique. Pourquoi on ne pourrait pas avoir des écrivains belges publiant en Belgique en français et très connus en Belgique, ne publiant qu'en Belgique, c'est-à-dire même s'ils vendent 10 000 ou 20 000 ou 30 000 dans un marché restreint, oui, parce que le marché est relatif quand même à un espace et à un nombre théorique de lecteurs. On a vu quand même des livres comme Djamilia de Chingiz Aitmatov. Combien de lecteurs kirghizes il y a au Kyrgyzstan? Mais Djamilia de Chingiz Aitmatov est devenu un livre culte mondial. Mais les lecteurs d'abord étaient des gens du Kyrgyzstan. Quand Aragon publie Djamilia et dit c'est le plus beau roman du monde, c'est pas parce qu'on a eu des centaines de milliers de lecteurs, il est écrit en kirghize, donc pour le Kyrgyzstan où beaucoup de personnes ne savent pas lire. Donc un nombre de lecteurs très restreint. Ça n'a pas empêché que Djamilia devienne un livre culte dans le monde. On aurait pu avoir le même phénomène en Belgique. Le problème, c'est la proximité avec le centre de la langue française. Parce que l'éloignement aurait permis à la Belgique d'avoir une certaine autonomie. On le voit au Canada. Un écrivain quand même du Québec peut exister vraiment au Québec. Là, il peut exister vraiment. On peut le reprendre en français, le rayonnement devient encore plus grand. Mais il y a quand même une existence des écrivains québécois au Québec.
Mais ici, la France et la Suisse romane, c'est dans la continuité territoriale. Dans ce cas-là, on est sensible à la centralité exclusive de Paris. C'est peut-être ça. Donc quand on est à Mélisnoton, à un moment, disons, nous, il y a des moments, il faut que je fasse un effort pour me rappeler qu'Amélie Nothomb est belge. Oui, parce que c'est l'écrivain parisien par excellence quand même. Jacques Rentré, c'est quand même l'écrivain parisien par excellence. Celle dont le livre est quand même au cœur de la rentrée chaque année. Donc, à partir de ce moment-là, la question qui se pose, c'est pourquoi on n'aurait pas eu un autre auteur qui fasse un phénomène comme ça en Belgique sans avoir été publié à Paris.